mon avis, la science-fiction repose sur, comme son nom l'indique, hein, la science, et s'ancre dans une réalité qui est beaucoup plus sérieuse que le fantastique. Et là, c'est mon avis, mais je pense que le fantastique, c'est ce qui fait intervenir la magie, des personnages mythologiques, des personnages de contes et légendes, alors que la science-fiction, c'est une projection, c'est quelque chose qui pourrait exister. C'est ça qui fait rêver davantage, parce que la magie, bon, on n'y croit pas, mais la science-fiction, c'est quelque chose qui est plausible, à mon sens. Et c'est peut-être pour ça que on est embêté avec la science-fiction. Comme c'est une catégorie éditoriale, au départ, inventée dans les pulp magazines de 1929, qui réunit un ensemble de textes, en gros qui veut dire tous les textes publiés dans les pulps de science-fiction sont de la science-fiction. Et le point commun de la SF, il est simple, il faut qu'il y ait d'une manière ou d'une autre des traces de science. Pour écrire de la science-fiction au sens pur, c'est-à-dire un récit de fiction qui intègre la science à son développement ou à son propos, il faut avoir un minimum de lueur de science, ou au moins s'y intéresser. Je m'intéressais à la science-fiction pour, une certaine méthode de pensée, une certaine façon de faire fonctionner son imaginaire de façon rationnelle et méthodique. Et la science-fiction nous offre tout de même, dans ses plus grandes œuvres, de mettre en scène de la science dans des mondes fictionnels. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Pour quelqu'un qui a envie d'apprendre la science, d'être introduit au discours scientifique, d'être introduit au discours déductif, d'être introduit à la logique, c'est la meilleure littérature. Non, je ne m'intéresse pas du tout à la valeur véritable de la science. Moi, j'estime, et ça c'est le cœur de mon travail, que ce que l'on tient pour vrai ne fait que valider qu'une partie du réel. Le vrai, c'est effectivement le réel qui est cautionné, délimité par la science, la logique, etc. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de montrer que la science n'est pas du tout maîtresse du réel, elle n'est maîtresse que d'une région du réel qui est le vrai, et qu'à côté de ça, il existe le probable, l'incertain, etc. Et moi, j'aime naviguer dans ces zones floues, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Il y a effectivement un mythe qui est une ambiguïté qui est créée par le terme science-fiction. Donc il y a science et fiction. Donc on va dire que c'est la fiction de la science. Pour moi, ça c'est des débats qui sont pour moi assez vains, de chercher la relation entre la science, la fiction, la science-fiction, etc. et discuter est-ce que la science-fiction est scientifique ou pas. Donc la catégorie, elle est embêtante. Autrement dit, c'est pour ça que dans toutes les études de la science-fiction, tu as toujours un gars qui vient te dire « Ah, on n'arrive pas à définir le genre ». C'est vrai. Mais parce que ce genre, il n'est pas formé comme le sont la plupart des gens littéraires. Et pour moi, la science-fiction, c'est avant tout un mème extrêmement puissant. C'est-à-dire c'est une entité informationnelle qui est multiforme, c'est-à-dire qui va prendre différentes formes et qui va se servir de nos masses médias pour se propager. Et en gros, la science-fiction est une métaphore du cerveau humain, des capacités spéculatives du cerveau humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une pensée qui est inspirée de la cybernétique. C'est-à-dire qu'en fait, et aussi de la notion de conscience de Bergson. Qu'est-ce qui caractérise la conscience pour Bergson ? C'est notre capacité à imaginer le futur en fonction de ce qu'on sait du passé. Alors, il y a une première chose à dire, c'est que la science n'imagine pas le futur en tant que tel. Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. On the other hand, if by some miracle a prophet could describe the future exactly as it was going to take place, his predictions would sound so absurd, so far-fetched, that everybody would laugh him to scorn. This has proved to be true in the past, and it will undoubtedly be true, even more so, of the century to come. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. La recherche scientifique, elle va projeter, elle est dans ses propres recherches, et c'est son affaire. Maintenant, si on se pose la question de la société future et de la place de la science dans la société, on entre dans un débat qui est beaucoup plus politique, et là, le scientifique est aussi un être humain, et il doit se poser ces questions-là, effectivement. Je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, ne pas se préoccuper des phénomènes à l'œuvre, pour un auteur science-fiction, c'est quand même pas tout à fait naturel. Et je reprocherais à une partie de la SF française, en tout cas c'est mon sentiment, de peut-être faire des livres réussis, mais de ne pas toujours choisir des grands sujets,
de ne pas se préoccuper de la génétique, de ce que ça va donner les réseaux sociaux demain, de ce que va donner les manipulations génétiques, de ce que vont donner les découvertes qu'on est en train de faire sur l'espace. Ce qu'il y a de meilleur et de plus intéressant, à mes yeux en tout cas dans la science-fiction, c'est une réflexion sur les conséquences justement de la science et de la technique sur nos sociétés, enfin, conséquences positives ou conséquences négatives. Et ça, là, c'est quelque chose qui s'est singulièrement estompé. Si vous regardez même une grande partie de la production française, il n'y a aucune dimension de science ni de technique, c'est du space opéra. Alors il y a une petite chose qui est quand même intéressante à voir, c'est qu'à un moment donné, on peut dire que la science-fiction a inspiré la science, mais la difficulté de la science-fiction à se maintenir, entre guillemets, en vie, c'est qu'en l'état actuel des choses, la science et la recherche vont beaucoup plus vite que la science-fiction en ce moment. On va très vite. Moi, je me souviens très bien une phrase très forte que m'avait dit un auteur anglais de science-fiction il y a quelques années. Il m'avait dit « Aujourd'hui, il y a plus de sense of wonder dans une conférence Apple que dans un roman de science-fiction. » Je me souviens très bien quand il y a eu le premier atterrissage sur la Lune, avec Michel Demuth et moi, on avait été interviewés par Combat, et on nous avait dit « Alors la science-fiction s'arrête puisqu'on est arrivé sur la Lune ». J'ai dit non, ça ne fait que commencer. Donc je crois, si vous voulez, que justement les nouvelles inventions de la science et de la technologie, et celles qui sont putatives, parce que bon, il y a des tas de choses dans le pointillé, parce que finalement, la plupart du temps, les gens disent, et beaucoup de scientifiques, français en particulier, sont assez contre la science-fiction, parce qu'ils prétendent que c'est totalement nul et non avenu. Alors, il y a beaucoup de scientifiques qui vont aussi être amateurs de science-fiction. Les grands scientifiques d'aujourd'hui reconnaissent quasiment tous à l'unanimité qu'ils ont été des lecteurs de science-fiction. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette passion qui anime les scientifiques quand même ? C'est bien qu'il y a aussi des affections, des émotions. C'est pas seulement une recherche froide de la vérité. La hard science, elle est plaisante pour le scientifique parce qu'il y retrouve des idées qu'il a comprises et il peut très bien se figurer l'intrigue vis-à-vis de ces idées-là. Le problème de la hard science fiction, c'est aussi quand même que pas tous les auteurs arrivent à écrire des histoires qui sont à la fois vraisemblables sur le plan scientifique et qui sont intéressantes sur le plan humain et au niveau des personnages. Donc ça peut un peu rebuter à ce niveau-là aussi. Le problème de la hard science, encore une fois d'un point de vue purement dans le rapport au public, c'est elle laisse à penser à beaucoup de gens qu'il faut être compétent pour lire de la science-fiction. Ça, c'est un truc que j'entends souvent, c'est « moi je lirais bien de la science-fiction, mais je suis pas compétent ». À chaque fois, je dis, mais tu sais lire, t'es compétent. T'es compétent pour lire Proust, t'es compétent pour lire un polar, t'es compétent pour lire la science-fiction. Mais d'abord, certains auteurs ont plus de mal que d'autres, ou tout simplement ne font pas l'effort de se rendre accessibles à des gens qui ne sont pas très savants scientifiquement. Et d'autre part, il me semble que c'est largement un préjugé, mais c'est un préjugé, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que la science-fiction a cessé de donner le sentiment que tout le monde pouvait y aller. Personnellement, et je pense que nombre de lecteurs sont d'accord avec moi, je ne suis pas une fan de la hard science quand on oublie de faire des personnages et que c'est un peu aride. Un peu compliqué pour le lecteur lambda. Je pense qu'une hard science grand public peut exister. C'est-à-dire avoir des vrais sujets ambitieux, mais les faire passer. Il y a des gens qui vous parlent des planètes, de sujets que vous ne connaissez pas, des scientifiques de haut vol, et qui sont capables de vous expliquer. Je ne dis pas que vous comprenez tout, mais vous voyez un peu où ils veulent en venir, et ça vous avez l'impression, en les écoutant, que vous êtes un peu plus intelligent que la fois d'avant. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que j'attends d'un grand scientifique vulgarisateur, et aussi d'un écrivain de science-fiction, parce qu'il y a un rapport. Étant moi-même... scientifique et en faisant donc avec les recherches qu'on fait au CERN, je me suis posé la question est-ce qu'on retrouve cette imagerie scientifique finalement dans les œuvres de science-fiction ? Et je crois que effectivement la science-fiction ne cessera d'évoluer. D'ailleurs, par exemple, justement, pour répondre aux scientifiques qui disent toujours bon, il n'y a rien d'inventif dans la science-fiction. Bon, j'ai pas vu encore de scientifique qui ait inventé l'invisibilité, le voyage dans le temps. Bon, les robots commencent à apparaître.
Le voyage dans l'espace, on ne voyage pas dans l'espace. Donc tout ça, ce sont quand même les auteurs de science-fiction qui l'ont fait en premier, ou tout au moins parallèlement avec les scientifiques. Je crois d'ailleurs que c'est le même métier, scientifique ou auteur de science-fiction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains décident de réunir les plus grands scientifiques, et Robert Heinlein et Asimov, pour voir ce qui sortira de l'imaginaire de l'un et de la science de l'autre. Et ils font des progrès scientifiques considérables en mêlant les deux. Le rapport à la science, dans la science-fiction en particulier française, à mon avis, est assez compliqué, mais super riche. C'est-à-dire qu'il y a toute une mouvance de gens qui ont des formations scientifiques. En fait, en gros, ça pose la question de la formation scientifique et littéraire en France, qui sont des choses extrêmement cloisonnées. Où est-ce que peut se situer la science-fiction par rapport à l'évolution de la science? Ça, c'est une bonne question, à voir avec des jeunes auteurs. Il y a quelque chose qui est assez génial quand on écrit pour les ados en particulier, c'est que eux, tous les 2 jours, toutes les semaines, ils ont droit à « qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Donc ils sont en permanence obligés de se projeter dans leur futur. Et on leur demande en permanence de se projeter dans leur futur. Donc ils sont dans ce questionnement-là. Ce monde, ils l'abordent avec leur œil un peu neuf, avec leur vécu et leur histoire évidemment, mais ils se posent plein de questions sur le monde. Et ils se posent plein de questions que nous, on se pose plus forcément d'ailleurs, sur la société, le monde du travail tel qu'il est, sur plein de choses comme ça qui les interpellent. Ça leur parle d'emblée. Ce que je sais, c'est qu'il y a des thématiques qui sont inévitables. Par exemple, depuis longtemps, c'est impossible d'écrire d'une science-fiction d'anticipation sans parler de réchauffement climatique, sans parler de migration, sans parler des changements du travail, des formes de changements sociétaux, parce que on est dedans en ce moment, en fait. C'est des choses qu'on voit et qui étaient de la science-fiction il y a quelques années. Donc voilà, ça pour moi, c'est des thématiques qui sont inévitables. C'est les éléphants au milieu du couloir. Alors il y a une science-fiction qui va vous promener, je sais pas, Star Wars. Celle-là, c'est la science-fiction d'évasion. Elle trouvera toujours son lectorat en grand public. Par contre, il y a une science-fiction de proximité qui décrit le monde tel qu'il sera dans 5, 10, 15, 20 ans, qui décrit le monde que nous, on est en train de fabriquer. Et cette science-fiction-là fait peur. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur parle d'un monde dans lequel ils seront morts. C'est une certitude, je veux dire, on naît, on vit, on meurt, quoi, tout. Les gens naissent, vivent et meurent, les planètes naissent, vivent et meurent, les civilisations, dont on sait qu'elles ne sont pas immortelles, naissent et meurent. Donc fatalement, chacun d'entre nous vont mourir un de ces jours. La civilisation humaine, il ne faut pas croire qu'elle va durer, et la Terre est en train d'étouffer sous sa propre rapacité, sous sa propre prolifération. Il y a une complaisance dans le cynisme politique. Ça, j'ai vécu toute mon enfance dans ce cynisme politique. J'ai vécu aussi dans l'apocalypse nucléaire. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'on a quand même été bassiné par l'apocalypse nucléaire. Il y a tout un courant littéraire de la science-fiction qui est post-apo, qui nous décrit l'apocalypse nucléaire. Donc moi, je me positionne de l'autre côté. C'est-à-dire que, oui, effectivement, l'humanité est horrible, l'humanité est abominable, il commence à gratter un peu partout. C'est l'horreur absolue. Mais elle a sa part lumineuse. Et si on se complaît, si on passe notre temps à se complaire là, en disant « c'est affreux, on va vers l'apocalypse, on va tout détruire », à force de se répéter ce truc-là, il y a un con qui va le faire. On voit apparaître une sorte de, ce qu'on pourrait appeler une sorte de post-cyberpunk, c'est-à-dire en fait on voit réapparaître un questionnement à la fois sur la structure sociale, donc une science-fiction très politique ou très politisée, ou qui touche aux nouvelles technologies, donc le transhumanisme, etc., au nouveau discours technologique. Le cyberpunk, pour moi, c'est le seul thème de science-fiction qui, pour l'instant, n'est jamais dépassé. Parce qu'il est actuel. L'informatique, c'est l'informatique en général, donc ça peut se perfectionner, mais le principe reste le même. Et c'est l'humain qui est au centre du cyberpunk. C'est toujours, quel que soit l'univers qui est autour, c'est la façon dont les hommes réagissent face à la société, parce que dans le cyberpunk, il y a toujours la société. Et je pense que ça, c'est pas dépassable. Et je pense que ça a apporté un souffle nouveau. Pour moi, c'est l'avenir de la science-fiction. La Vectracom est l'une des corpos les plus en vue de Montréal, une sorte de spécialiste de la domotique qui, avant la commune, chiait de la commodité pour jeunes friqués incapables d'essorer une salade sans avoir besoin d'un machin connecté intelligent. Dans ces nouveaux jolis bureaux avec entrée directe dans les souterrains, une belle porte vitrée avec moquette,
La Vectracom est encore la façade arrangée d'un monde néolibéral embourbé dans son confort. Kim rêvait de l'équilé depuis qu'ils avaient commencé à vendre des montres pour mesurer les calories brûlées pendant le temps passé sur l'ordi. Les écrivains de science-fiction ne prévoient pas l'avenir, c'est pas des voyants extralucides. Ils montrent ce que pourrait donner dans nos sociétés une extrapolation. Ils s'interrogent avec le courant transhumaniste sur ce que pourrait devenir un être humain au XXIe siècle. Parce qu'en réfléchissant à ce qu'est la science-fiction, je vais me rendre compte que la science-fiction n'est pas autre chose qu'une des dimensions de l'imaginaire humain, et que comme toute dimension de l'imaginaire humain, elle renseigne beaucoup sur l'humain. Et ça, la lit-gen ne peut pas, la littérature générale, la mainstream ne peut pas poser cette question-là, le polar ne le pose pas, mais la littérature de science-fiction, c'est ces questions-là, définir l'humain. Qu'est-ce que c'est un humain? Qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus un être humain? Voilà ce que dit le transhumaniste qui pose comme question, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on s'en interroge. Ça me paraît plus intéressant. Je pourrais en parler des heures, mais la science-fiction, c'est aussi ça son intérêt. C'est raconter des histoires comme toute littérature, mais élargir le champ. Élargir le champ de façon à nous permettre de nous poser les questions sur, non pas d'où venons-nous, mais où allons-nous. Ça, c'est intéressant. La littérature jeunesse de science-fiction, aujourd'hui, alors en adulte aussi, mais en jeunesse particulièrement, elle pose des questions en permanence. Elle donne pas forcément des réponses, mais elle pose des questions sur plein de choses, sur des sociétés où l'émotion n'a pas forcément la place qu'elle devrait avoir, sur tout ce qui est avancée technologique, mais aussi biologique. Je pense à la génétique, je pense à plein de choses de cet ordre-là, les avancées sociétales. Elle pose plein de questions. Je ne sais pas si elle donne des réponses, mais je pense que c'est important que les ados d'aujourd'hui, qui seront les adultes de demain, qui vont voter les lois, qui vont peut-être en proposer, qui vont peut-être travailler dans les laboratoires pour faire des manipulations génétiques ou autres, commencent à se poser les questions maintenant parce que eux, ils vont y être confrontés, mais de plein fouet, quoi. Et la science-fiction nous renvoie, de toute façon, comme toutes nos créations, à nous-mêmes. C'est un mème extrêmement puissant et qui nous parle surtout de nous-mêmes. Alors, par exemple, c'est les créatures artificielles. Les créatures artificielles, c'est un mème, un mythe, un mème qui existe depuis l'aube de l'humanité et qui anticipe déjà, qui est présente par exemple, dans les nouveaux mythes, les nouvelles émergences, la modernité des nouveaux mythes, qui sont le transhumanisme et la singularité. Sauf que ma grand-mère avait un pacemaker, et il me semble que c'était toujours un être humain. Donc l'idée qu'on puisse bricoler un certain nombre de choses dans l'être humain, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, on le fait déjà depuis des dizaines d'années. Manifestement, le transhumanisme, c'est le nouveau nom qu'on donne à une thématique, à mes yeux, c'est la même thématique que celle qui était celle des robots auparavant, ou de l'homme augmenté, ou de... Ça puise au même thème. L'homme transformé, c'est l'idée de Lamétrie, de Geoffroy Lamétrie, dans l'homme-machine. C'est l'idée de Descartes avec l'homme horloge. Ça n'a rien de nouveau, c'est simplement, comme d'habitude, la réactualisation d'idées anciennes, notamment des joueurs d'échecs, des automates, c'est le rêve des automates. Mais c'est toujours la même vision de l'automate qui deviendrait singulier, c'est Pinocchio. Parce que le robot dans la SF, au départ, est d'abord une métaphore. Le robot, c'est l'humain sans âme, puis l'humain sans âme, c'est quoi? C'est le prolétaire. Le cyborg, c'est quoi? C'est une dépendance de plus en plus accrue à la technologie, qui va être métaphorisée dans le roman par des types qui sont effectivement des junkies, la dépendance, puis qui se connectent à des réseaux informatiques, qui illustrent cette dépendance. Alors on va dire, métaphoriquement, que le cyborg, c'est pas d'abord un être à qui on a greffé des trucs dans le monde réel, c'est d'abord une bonne figure pour montrer comment l'humanité de plus en plus dépend de manière addictive à la technologie. En tant que lecteur, enfin en tant que spectateur ou lecteur de SF, on est confronté à très peu de récits d'avenir construits. Et les récits d'avenir construits le sont par des crapules, en fait. Enfin, que ce soit le post-humanisme, qui a une espèce de récit mystique comme ça de la technologie de la Silicon Valley, que ce soit l'apocalypse avec les zombies, qui est quand même un récit sur le futur qu'on nous sert quand même assez d'abondance. En fait, on est confronté à une série de récits qui, eux, ont une vocation politique et qui sont servis par des gens qui ont réellement le pouvoir, qui posent la question à nous en tant qu'auteurs de SF, voilà, qu'est-ce qu'on propose, et en tant que lecteur de SF aussi. Dans quelle mesure on est en capacité d'imaginer nous-mêmes notre futur et de faire advenir un futur qui nous convienne quand même beaucoup mieux que ces espèces d'épouvantails qu'on nous agite.
Il y a déjà des auteurs de science-fiction ou même des scientifiques qui prophétisent la fameuse singularité et le fait qu'on va arriver comme ça progressivement à avoir des machines pensantes et conscientes. Alors, transhumanisme, c'est comment inventer un paradis artificiel avec des moyens technologiques. Et ça a suivi le développement ce qu'on appelle de façon totalement exagérée des intelligences artificielles. Et on a fini par s'imaginer qu'on pouvait transférer la pensée d'un être humain dans une machine. Et c'est apparu dans le milieu des jeunes chercheurs universitaires américains qui se sont mis à revendiquer beaucoup de choses. Plus de liberté sexuelle, plus de liberté au niveau de l'identité. Et surtout, ils vont s'attaquer à un des tabous les plus fondamentaux. Et c'est ça qu'il faut vraiment se rappeler. C'est que jusqu'à maintenant, la mort, le fait de mourir, c'est géré par les religieux. Et on vit une époque où justement, on peut changer ça. C'est-à-dire que tu as de nouvelles technologies, dont la chirurgie esthétique et autres, qui te permettent d'acquérir une relative flexibilité du corps. Et à ce moment-là, ça ouvre des horizons vertigineux. Et précisément, nous sommes actuellement en train de se reposer la question de l'immortalité. C'est un fantasme, c'est rien d'autre qu'un fantasme de toute puissance, et c'est un fantasme d'immortalité. C'est l'idée que la science va pouvoir se substituer à la religion pour nous offrir un monde après la mort. C'est quand même particulier. Rien ne nous dit que le transhumanisme, ce ne sera pas une autre façon de mettre sous esclavage des processus de pensée pour l'éternité. C'est-à-dire de se retrouver totalement aliéné, littéralement aliéné à un système, à un OS, quoi. C'est quand même hyper risqué. C'est ça. Les deux frères ennemis qui ont tripatouillé sans gêne les gènes et la clim ont fini par se rendre à l'évidence. La seule issue du conflit, après le broyage de l'intelligence artificielle transaméricaine, résidait dans leur reconnaissance mutuelle. Les deux frères ennemis ont fait la paix pour pouvoir gérer à l'amiable le sort de la Terre. Les programmes intelligence artificielle ont fusionné et bord. On n'avait jamais prévu ça, pas vrai? Devaient évoluer par eux-mêmes, devaient s'enrichir, réfléchir, jamais fléchir, mais pactiser entre eux et s'accoupler. Mon Dieu, quelle horreur! Ce qui me plaît beaucoup moins dans le transhumanisme, enfin dans un certain transhumanisme, c'est l'idéologie que cela véhicule, c'est-à-dire cette idée que peut-être on pourrait dépasser l'humain et on est comme ça dans une sorte de prolongement. On voit bien, enfin personnellement je crois voir d'où viennent toutes ces choses-là. Quand on voit les auteurs qui sont cités, c'est un anti-humanisme qui a émergé au cours des années, de façon très forte dans les années 60-70, qui se réclame notamment de Heidegger et d'autres penseurs, dépasser la nature pour être plus performant, pour dépasser l'humain, pour dépasser la contingence. Mais ça résonne avec quoi? Ça résonne avec toute cette idéologie, être plus performant, être en mise à jour permanente, c'est être ne plus s'user. On a une pièce qui marche plus, eh bien on la change, parfait, mais enfin, où est le droit à la paresse? Où est le droit à la lenteur? Où est le droit à la rêverie? Où est le droit au m'en-foutisme? Où est le droit à être dans une librairie et à aller feuilleter des livres usagés, écrits par des auteurs des années 60-70 qui ont annoncé certaines catastrophes dans lesquelles nous sommes en plein. Il faut arrêter de dramatiser le transhumanisme comme la singularité, comme je disais tout à l'heure, en les rendant responsables de toute la merde qu'il y a autour de nous. Ça c'est des épouvantails rhétoriques ou des chasses aux sorcières. C'est ça qui m'a surpris, c'est de voir des gens de la science-fiction. Le transhumanisme est hérité, il est né de la science-fiction. Et là, j'ai vu tout le milieu de la science-fiction francophone, pas les autres, mais francophones, en train de brandir les mêmes pancartes. Attention, danger, transhumanisme, quelle horreur. C'est bizarre. Le transhumanisme, sans doute, nous raconte beaucoup d'histoires. Il oublie juste un détail: qui va payer la note. Et est-ce que ça va être réservé à quelques-uns ou à tout le monde? Voilà un vrai sujet pour moi. En fait, j'ai l'impression que la littérature de science-fiction, il y a quelque chose de l'ordre du warning en permanence.
sur l'humain, sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain, où on s'arrête, à quel moment on n'est plus un être humain, est-ce qu'un être humain dont on modifie les gènes, c'est encore un être humain? La question n'est pas de se dire « Ah, est-ce qu'on va aller vers la singularité? Est-ce qu'on va aller vers le transhumanisme ?» Non, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est vers quel transhumanisme allons-nous aller? Vers quelle singularité allons-nous aller? C'est-à-dire, on balance la responsabilité sur les scientifiques, sur les ingénieurs, etc. Mais depuis l'aube de l'humanité, qui transmet les mêmes, ces entités informationnelles qui amènent l'humanité dans telle ou telle direction? Eh bien, ce sont les artistes.